est reparti? Allez. J'ai trouvé un titre. J'ai failli abandonner et mettre une peinture, parce que quand j'ai pas de titre, je mets des belles peintures. Donc, on va raconter l'histoire de l'évolution de notre industrie vers le possible futur. Jamais j'aurai la prétention de vous dire que j'ai des boules de cristal, mais je vais vous amener dans une petite partie de mon métier qui consiste aussi à avoir un peu de prospection et essayer de voir un peu où est-ce qu'on va, où est-ce que le marché peut aller à horizon 5 à 10 ans. Pas évident. Pas évident, d'autant qu'une fois j'ai croisé un mec, je lui ai dit c'est quand même relou l'informatique comme métier, enfin, ça se révolutionne tous les 10 ans, et il me reprend et me dit ça se révolutionne tous les 10 ans avec un palier technologique tous les 5 ans. C'était Louis Pouzin quand même. Alors, qui je suis je suis ingénieur chez Clever, et on s'en fout du reste, donc on y va. L'intro de ce talk, elle est très très inspirée d'un article que vous pouvez aller lire, d'un blog post qui s'appelle The Software Disenchantment de Niki Tansky, dans lequel il décrit les choses comme ça. Plus le temps passe, plus les systèmes s'améliorent. Globalement, dans l'industrie, les avions n'ont jamais été plus optimisés qu'aujourd'hui, plus fiables, plus... Sauf... Alors, c'est pas les avions en général, c'est Boeing qui a fait de la merde. Mais en gros, ils ont tous la même forme, globalement, parce que c'est le plus optimal pour l'aérodynamisme. Ils sont globalement fiables quand on fait la maintenance, etc. Dans le bâtiment aujourd'hui, ce qu'on construit isole déjà, quels que soient les types de matériaux, mais on essaie de faire de mieux en mieux. Donc ça converge. Il y a des sécurités sur les legs, etc. Bon, on vient de cramer notre bureau il y a quelques mois, mais ça c'est pareil, c'est un problème d'électricien, c'est pas un problème structurel. Donc globalement, l'industrie s'améliore, les voitures n'ont jamais été aussi sécurisées. De même, l'efficience d'une voiture, on a aujourd'hui beaucoup plus de puissance pour un poids qui est contenu. Et donc, après, vous faites un choix. Soit vous voulez baisser le poids, quitte à avoir beaucoup moins de puissance, ou pas. Mais la question n'est pas là. Mais, en tout cas, on optimise les choses, on les fait progresser, à la fois en sécurité, en performance, en efficience, etc. Sauf dans l'industrie, qui est la nôtre, dans lesquelles, en fait, on trouve des trucs comme ça, par exemple. Donc là, c'est pour ceux qui ne liraient pas l'anglais. Donc quelqu'un qui dit bah tiens, j'ai un programme qui exécute un truc en Python, il prend 1 seconde 5, je l'ai réécrit en Rust, il prend 0,6 secondes, j'aurai le retour sur investissement dans 41 ans. Et 24 jours. Ben, pourquoi pas? Mais pourquoi on ne se pose pas la question à l'envers? Pourquoi, si je suis capable de faire quelque chose en 0,6 secondes, je vais aller le faire en 1 seconde 5? Vous voyez un peu l'angle par lequel on regarde les choses, qui peut être très très différencié. Et en fait, ce qu'on fait, globalement, dans notre industrie, c'est profiter du fait que plus le temps passe, plus on gagne en puissance d'exécution, et plus ça masque un peu les défauts d'implémentation qu'on peut avoir à droite à gauche, etc. Donc, globalement, on passe notre temps à gaspiller de la ressource. Bienvenue dans l'écologie de ce soir. Si je vous dis qu'il y a une voiture, elle est vachement bien, mais elle consomme 100 litres au 100. Vous achetez pas. N'achetez pas. Voire 1000 litres au 100, parce que quand on passe de Python à Rust, c'est un peu ça les effets d'échelle. Et en fait, jamais vous n'allez acheter ça. Et en fait, en informatique, c'est ça qu'on fait. C'est exactement ça qu'on fait. On se dit, oh, ça consomme 100 litres, mais bon, allez, je vais que à la boulangerie, je fais que 5 km par jour. Mais même, c'est un produit de merde, t'es pas obligé d'accepter ça. Donc, bref, tout est lent, partout, globalement. À quelques exceptions près, mais la grosse dynamique qu'on a, c'est que tout est lent. On galère à faire du web à 60 fps. Par contre, on vous vend des écrans à 120 Hz. Ça n'a aucun sens. Windows, quand il se met à jour, c'était Windows 10, ça, quand il se met à jour, il prend 30 minutes
30 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour formater les disques, installer, partitionner les disques, installer l'OS entièrement 5 fois. Qu'est-ce qu'il fout, putain, pendant 30 minutes à faire ça? Ça n'a aucun sens. Et ça dépend un peu des milieux industriels. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toute l'industrie, mais par exemple, dans le jeu vidéo, c'est très différent. En moins de 16 millisecondes, la plupart des IDE que vous allez avoir aujourd'hui, des éditeurs qui sont des éditeurs de texte globalement, en fait, ils galèrent à vous afficher un caractère. Un caractère. On n'est comme pas sur un enjeu énorme. Hein. Je tape une touche, je l'affiche. L'industrie du jeu vidéo, dans le même temps, vous remplit entièrement l'écran, il vous processe toutes les entrées clavier que vous pouvez faire pour envoyer des commandes, etc. Il vous reconstruit la map et la vue de ce que vous êtes en train de faire, et en plus, ils font d'autres choses. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible de bien faire les choses. Il faut le vouloir. Il y a quelques années, je n'ai pas regardé récemment, il y a quelques années, le clavier d'Android, l'application clavier d'Android, elle faisait 150 mégaoctets. Windows, je ne sais plus lequel, 3.11, 95, il faisait 50 mégas. Il était troué partout, il y avait des problèmes de sécu. Je ne dis pas qu'en absolu, 50 mégas, un operating system, c'est bien. Mais 150 mégas, une appli de clavier, c'est moins bien. Ça, c'est ma déprime du dernier. Il y a une fonction. Sur mon Android, les claviers Google fait 576 mégaoctets. Merci de l'update. J'édite le slide sur le champ. 576. Je ne vais pas faire parce que ça a pété le layout. T'as le dictionnaire dedans, non? Il y a tout ton historique de recherche. Antoine le chat Google. Il fait du cache sur tout ce qu'il tape. Donc ça, Ce que dur faisait 20 mégas. c'est là où tu trahis ton âge, Laurence. Parce que moi, le premier faisait 1 giga. Tu vois? Le premier que j'ai acheté, hein, on s'entend bien. Il n'y avait pas de disque dur, on utilisait des disquettes à 360 kilooctets. J'ai installé les drivers de mon clavier en mémoire haute dans ma RAM. Non mais on fera un talk sur les vieilleries. Hein, On a beaucoup de personnes pour ce talk-là. mais il peut être très drôle. Ça, c'est une fonction dans l'environnement Node qui permet de vérifier si un entier est pair ou impair. Il y a une fonction qui a été créée légitimement par quelqu'un pour faire ça. La vraie déprime. La vraie déprime. 300 000 downloads par semaine. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, ça, en fait, dans le langage, il n'y a rien à faire. C'est gratuit. Faites un modulo 0, fini, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont fait une fonction. Donc, ça veut dire que 300 000 fois par semaine, il y a des gens qui font un import de ça, etc. C'est pas grand-chose, c'est ridicule. Mais en fait, ça montre à quel point on a un problème parfois de rationalisation de la compétence, pour le dire un peu. Donc c'est pas. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit non mais si les gens le font, c'est que ça doit être bien. Voilà. Bon. Donc le logiciel, le problème c'est que ce mauvais logiciel, potentiellement, il a des conséquences sur l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est la brique fondamentale sur laquelle on va tout construire. Tu l'avais présenté l'autre jour, n'est-ce pas? Très bien d'ailleurs. Tu me mettras une bonne note. Hein. Mais l'infrastructure, c'est aussi du logiciel. Et qu'est-ce que vous attendez de votre infrastructure quand elle fait tourner vos apps? Qu'elle n'oublie pas vos apps, qu'elle n'en laisse pas tomber de côté, quoi. Hein, que ce soit bien rangé, à sa place, n'est-ce pas? Que ce soit bien isolé, que ça ne brûle pas, exactement. Bref, un truc vraiment rock solide, quoi. Voilà.
Je précise, c'est pas de l'IA. Hein. C'est des photos, des vrais. Par contre, c'est des conteneurs. Bref, on reprend la suite, enfin la suite, non. Pour rappel, n'est-ce pas? Pour rappel, ce qu'avait fait Olivier, c'est qu'il avait dit, voilà, il y a des briques élémentaires sur l'infrastructure, il avait parfaitement raison, sur lesquelles on va construire les applications, les bases de données, etc. Bien entendu, on met ça dans une VM, par souci de sécurité. Et après, voilà, on peut optimiser le compute, il y a des contextes NUMA sur les CPU. Ça parle NUMA? À qui ça parle pas? NUMA, quand vous avez un processeur, il a des branchements sur des zones de mémoire, d'accord, sur la mémoire. Et en fonction de où il est, dans ces cœurs, il y a des cœurs qui parlent à certaines mémoires et d'autres cœurs qui parlent à d'autres mémoires. Si vous n'optimisez pas les choses, c'est pas très grave potentiellement, mais il faut comprendre que votre application, si elle tourne sur un cœur mais qu'elle accède à l'autre mémoire, bah, elle va passer par le petit pont entre les deux. Pas très grave, mais c'est pas idéal. Et plus on va mettre d'applications, enfin nous d'un point de vue cloud provider, c'est quelque chose qui est très important puisqu'on veut éviter tous les gaspilles qu'il y a partout. Et donc on a besoin d'être aux petits oignons là-dessus, pour faire comme un Tetris, bien rempli, bien rangé, mais qui évite tous ces... En fait, l'analogie dans vos vies, c'est le switch contexte, quoi. Tu vois, c'est quand tu fais un truc et puis on vient t'interrompre et puis etc., etc. Et à la fin, je faisais quoi? Bah, le CPU, c'est un peu pareil. Et switch contexte, il doit passer de l'autre côté. Du coup, bah, il bouche le tuyau pour d'autres trucs qui étaient plus légitimes. Donc, si on peut l'éviter, c'est mieux. Les contextes NUMA, c'est comment l'architecture, physiquement, au niveau des processeurs et de la mémoire, fonctionne. Mais, en tant que opérateur, cloud provider, etc., on a la main là-dessus. On peut, ça s'appelle piner, des process sur des CPU, et on peut lui dire, là, ta mémoire, elle est par là, et tu vas te débrouiller là-dessus. Donc ça, dans l'orchestration des choses, on a besoin d'être au niveau du compute. Je peux taper dessus? On a besoin d'être précis dans ce genre de choses. Et puis, on va ensuite scheduler donc, nos instances cloud, etc., qui elles-mêmes, puisque ce sont des instances, ont leur propre gestion compute, network, storage. C'est de la redite, n'est-ce pas? C'est un hommage pour moi. Voilà, exactement. Et puisque vous passez à l'échelle, donc vous allez ajouter plusieurs machines. Qui dit plusieurs machines, vous allez mettre du réseau là-dedans. Vous mettez du réseau, donc il faut sortir du réseau potentiellement, donc il faut mettre du routage avec une gateway, etc. Donc déjà là, vous allez vous poser des nouvelles questions. Ah ouais, réseau, du coup, il me faut quoi? Du layer 2, du layer 3, c'est quoi les avantages, les inconvénients, comment je fais? Je suis pas un G réseau, je sais pas faire. Bon, bah, je me trompe 4 fois, et puis à la fin, je me prends le mur, et puis bon, bref. Donc là, déjà, il y a des questions. Et bah, pour piloter après, parce que vous commencez à en avoir un paquet, bah, vous avez besoin de votre control plane. Votre control plane qui va ensuite piloter l'orchestration de tout ça. Pour l'instant, il y a un nouveau, encore une fois. Le control plane magique, n'est-ce pas? No. Pourquoi c'est pas magique? Parce que le control plane, c'est aussi du logiciel. Et le logiciel, il tourne où? Bah, sur la même infrastructure. Bah oui. Control planeception? Non, c'est pas... Donc, ce que ça va nous amener à faire, ça, c'est à dire, bah oui, mais du coup, si je veux que mon control plane puisse piloter mon infrastructure, mais en étant robuste à des pannes d'infrastructure, il faut que je commence à isoler un peu les contextes. Et donc, vous allez créer des notions de zone de disponibilité pour faire en sorte que votre control plane, qui pilote l'infrastructure, qui soit capable de tourner même quand vous perdez un bout de l'infrastructure. Le problème, c'est que ça, gérer de la contrainte d'AZ, donc Availability Zone, et de logiciels qui tournent en même temps et qui est résilient à la perte d'AZ, ça vous amène à encore un nouveau problème. Parce que ça, du coup, c'est plus un logiciel où vous mettez x3, il faut qu'il continue de tourner en logique de quorum. Donc ça devient un logiciel distribué. Et là, c'est plus la même. Tu es d'accord, c'est ça que tu dis? Et là, bah, ça y est, maintenant vous avez vos AZ, c'est les traits rouges là. Il faudra peut-être que je change de couleur d'ailleurs, parce qu'ils ne se voient pas bien.
Mais puisque du coup, vous devez redonder, vous avez aussi 2 gateways réseau, mais du coup, vous avez les problèmes de routage pour la redondance du réseau qui s'ajoutent, nouveaux problèmes par-dessus le problème, etc. Tout ça est merveilleux. Mais là, vous êtes bien. Là, vous pouvez passer à l'échelle. Là, vous êtes... Ah oui, mais non, c'est plus la mode des VM. Maintenant, il y a Docker. Docker, c'est l'avenir. Vous connaissez l'histoire de Docker ou pas? Bah, Docker, c'était un script bash qui faisait du cgroup en Linux. Ça n'avait aucun succès. Et puis, en fait, un jour, ils se sont dit, ouais, tiens, il y a le truc un peu fun dans la vallée, c'est du Go, on va réécrire ça en Go. Et là, Google, ils avaient besoin d'un petit projet pour mettre Go en avant, parce que sinon, ils avaient rien dessus. Et là, ils ont sponsorisé toutes les confs partout pour Docker. Et du coup, Docker est arrivé partout dans la vallée, dans tous les trucs, en mode, ouais, on est en train de faire ça pour la distribution, etc. Je ne dis pas que ça résout rien, il y avait sans doute besoin de packager des choses, mais ils sont arrivés en mode « c'est de la technologie, c'est grâce à Go ». En fait, c'est juste un wrapper. Au lieu d'être en bash, il est en Go maintenant, mais ça ne fait pas grand-chose. Et donc, on remplace toutes nos VM, qui étaient avant sécurisées, n'est-ce pas, par des conteneurs qui sont moins sécurisés, parce qu'on peut sortir d'un conteneur qui partage le même kernel que l'hyperviseur, hyperviseur qui est devenu container runtime, c'est de la sémantique, parce que à part ça, ça change que dalle. Et donc là maintenant, bah, on a du conteneur, on a gagné en packaging pour livrer éventuellement des choses, mais on peut rediscuter de ce qu'on livre. Et par contre, on a perdu en modèle de sécurité. Et par ailleurs, ça ne change pas les choses. Tu l'avais expliqué, tu as ton conteneur, mais tu as quand même la gestion du réseau à mettre derrière, de l'infra, du truc, etc. Et globalement, le conteneur, c'est juste... J'ai mis quoi là? Container runtime, container et hypervisor runtime. Oui, parce que du coup, en fait, tu gères tout. Et là, c'est bon, on est content, mais bon, à la fin, gérer tous nos conteneurs, c'est quand même pénible. Donc, l'orchestrateur de conteneurs. Est-ce que ça marche? Ça dépend. Ce qui est le plus étonnant, c'est que souvent ça marche. Ça tombe en marche. Alors, ça marche, potentiellement. Moi, dans ce que j'ai vu, il faut aussi le faire marcher. Mais pour savoir si ça marche, il faut être capable de répondre à certaines questions. Notamment, je sais pas, j'ai besoin de network, mais du coup, comment on gère le réseau privé, les typologies de réseau un peu spécifiques dans Cube. Donc ça, c'est un métier. D'ailleurs, tu en parlais bien, c'est qu'il y a des spécialisations au niveau de Cube sur la CNI, etc. Le Cube Proxy est en train de me forwarder le trafic horizontalement pour trouver où est-ce qu'est vraiment le pod, parce que oui, Cluster Cube, si vous ne savez pas, il n'est pas foutu de vous envoyer le trafic là où il y a le service, il le prend partout sur tous les nœuds pour dire « Ah, finalement, il est là » et tout le trafic revient en horizontal. Ça veut dire quoi? Plus vous prenez de trafic, moins il marche. Moi, j'applaudis. Donc ça, c'est alors, on peut contourner, mais il faut le savoir et il faut savoir le contourner. Donc, c'est pas clé en main. Et puis, après, je vous passe le détail, mais si vous avez 2 systèmes transactionnels à coordonner par le mécanisme de réconciliation des opérateurs dans Cube, alors là, bon courage. Donc, si on ne prenait pas une petite seconde de recul là-dessus, qu'est-ce qu'on veut faire en fait en tant que dev? C'est quoi notre métier? Du soft, ouais. Du soft pourquoi? Parce que c'est une finalité le soft. Ouais, le client, c'est-à-dire, c'est quoi le client? Tu vois, c'est ton enjeu business, ton enjeu métier. C'est-à-dire qu'est-ce que tu dois résoudre comme processus intellectuel pour l'implémenter par du logiciel qui, à la fin, va shipper quelle que soit la manière. Bon. Donc pour ça, on a besoin de connaître le métier. Et c'est ça. Tu vois bien toi ou pas? Ouais. Je recule pas plus. Donc, pour être bon dans le métier, on a besoin de se focaliser sur de l'expertise. Il est là le sens des choses. Il est comment on va être très très bon dans nos métiers. Parce que si tu n'es pas bon dans le métier et dans la compréhension des enjeux du métier, tu vas faire un très beau logiciel, mais qui va peut-être viser à côté, quoi. Donc, on a besoin de se focaliser là-dessus. Et pour ça, vous avez une grande aide, puisque vous avez des cartes où demain, pour être expert, il faut être expert de tout ça. C'est une ancienne version, celle-là. T'as vu? Le HDMI ne supporte pas l'expertise de tout ça. Bref,
petit aparté. Si on reprend un peu l'histoire de comment on a livré du code en production, il y a ceux qui ont dit bon, ok, moi je vais prendre du pass et donc je pars de mon code et je git push et le reste c'est pas moi, j'ai git push, je m'en occupe pas. Et il y a l'histoire des dinosaures ici présents qui à un moment donné ont compilé sur leur machine et ont envoyé des binaires quelque part. Des fois par mail. Oui, vous vous moquez pas, il y en a qui font encore. Hein. Zip si tu veux. Donc, il faut distribuer les binaires. Alors, ça peut être SCP sur une machine, ça peut être email, ça peut être FTP, ça peut être n'importe quoi. Mais on est passé par cette étape-là pour mettre du logiciel en prod. Après, il y a eu du zip ou du tar, avec 2-3 contextes, 2-3 YAML, 2-3... Enfin, il n'y avait pas trop YAML à l'époque. On était préservé de ça. Il n'y avait pas de YAML engineer, tu vois. Donc, il y avait du XML, il y avait 2-3 trucs, on package et on envoie un truc sur lequel, quand on va lancer, ça va savoir à peu près se déployer, se démerder. Il y a des boîtes, à ce moment-là, qui se sont dit, c'est pas idéal, il faut quand même qu'on repense un peu le modèle. Il y a des gens d'Arkea ici ou pas? Quoi, t'es Arkea, toi? Oui, des ex d'Arkea. Arkea, il y avait un truc, comment ça s'appelait? On avait essayé un truc à un moment donné. J'ai oublié le nom. Comment? Non. Truc DEP, quelque chose. Bon, bref, je le retrouverai tout à l'heure. EasyDep. Donc, oui, donc il y a eu des tentatives, tu vois, de comment on package, comment on distribue les choses, etc. Évidemment, pas standard, puisque c'est un projet maison. Et c'est là que sont arrivés les conteneurs. Les conteneurs, ils ont permis quoi? De dire, je package mon truc et je l'envoie. L'erreur monumentale qu'il y a eu à ce moment-là, c'est de se dire, je package mon truc, je l'envoie et en prod. Eh bien, mais non, on verra pourquoi après. Mais bon, bref, on s'est retrouvé avec plein de conteneurs et du coup, il a fallu de l'orchestration de conteneurs. Et donc, on se retrouve sur nos machines avec que ce soit de conteneurs, des VM, n'importe, que ce soit... Et on augmente tout ça, on augmente la voilure, on augmente la charge. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut quand on déploie des choses? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à résoudre 4-5 enjeux d'orchestration. On cherche... Ouais, j'ai pas été fou sur les couleurs là. Il y a du daltonien dans la salle ou... Alors, on cherche à avoir de la HA. De la HA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez la différence de couleur là? Ça veut dire que ça, c'est une app et on en met au moins 2. Parce que du coup, s'il y a un host qui se tue, il y a une deuxième instance qui est load balancer qui prend le relais dans tout ce qu'on gère derrière. On cherche à gérer de l'autoscaling. L'autoscaling, c'est quoi? C'est, j'ai peut-être besoin que d'une en petite journée, mais des fois j'ai un pic et je dois déployer plus d'instances pour tenir la charge. J'ai besoin de failover. Si j'ai mon host qui pète, peut-être que le contrat disait que je devais en avoir 1, 2, 3, 4. Et du coup, si j'en perds une, j'en recrée une à ce moment-là. Et potentiellement, il y a des notions d'affinité, anti-affinité en fonction de ce qu'on veut placer, où, comment, quelle logique et quel niveau de sécurité dans la distribution des services. Donc là, déjà, on dit, ouais, en fait, faut gérer quand même en fait, l'orchestration. Il y a des questions, c'est fin en fait comme sujet. Il faut savoir comment on fait ça. Et vous connaissez sans doute ce truc-là, qui vous donne les abstractions de si vous faites on-prem, vous faites tout. En IaaS, vous partez au-dessus de la virtue et vous faites le reste. En PaaS, vous codez votre app et c'est tout. Et en SaaS, vous faites du clic-clic et puis c'est bien. C'est pas péjoratif. Hein. Mais non, c'est simple, quoi, tu vois, c'est abstrait. Et donc la vraie question à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de gérer? Alors là, pour le coup, nous, Clever, ce qu'on fournit aujourd'hui, c'est du PaaS et du serverless. Donc on est sur ce modèle-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau networking, on gère la capacité, le capacity planning des liens, etc., les anti-DDoS, les coupures de fibres, la connectivité partenaire, etc. Sur l'aspect stockage, encore une fois, le capacity planning, le chiffrement des choses, l'attrition, les failures de disques, enfin les erreurs disques, etc.
Sur les serveurs, pareil, le planning de capacité, l'assemblage, la distribution, enfin le refroidissement, l'IPMI, l'out of band, les kernels, les firmware, l'intégration des OS, etc. Sur la virtualisation, c'est l'intégration de tout ça, le support hardware, l'injection des devices potentiellement qui ont besoin d'être accédés dans les services au-dessus, et l'orchestration. Oui, parce que vous voyez, tout le truc qu'on a parlé d'orchestration, c'était juste un seul mot là, en fait, à la fin. Au niveau des OS, il faut être capable de gérer les librairies, les OS, les failles éventuelles pour réagir très tôt, parce que si jamais il y a une surface d'attaque attaquable, vous inquiétez pas que quelqu'un va la saisir pour vous, et éventuellement du packaging pour distribuer des choses. Sur le middleware, c'est la même idée. Sur les runtime, vous avez compris, c'est un peu la même idée. Et ensuite, sur la logique métier, là, c'est uniquement le développeur qui va gérer ses dépendances et son logiciel et son code. Je passe les datas, mais ça, c'est les bases de données, vous avez compris. Donc l'enjeu à ce moment-là, en fait, parce qu'on parle quand même de sécurité à un moment donné, d'autant plus aujourd'hui, toute surface d'attaque potentielle est exploitable ou exploitée, même si vous ne le savez pas. Et ça peut avoir des conséquences, même si vous dites, c'est comme la vie privée, oh oui, mais j'ai rien à cacher. Ouais, mais en fait, je vous explique un truc, c'est que les attaquants, des fois, ils ont besoin de passer en rebond pour attaquer des trucs. Et si vous ne vous défendez pas, ça va être vous, en fait, qui allez devoir justifier que ce n'était pas vous, vous êtes fait attaquer. Donc c'est comme la vie privée. Il y a des trucs, sinon on se met tous à poil là tout de suite, tu vois. Mais c'est pas ok. Je pense qu'on est d'accord qu'on est bien en habit. Et donc, toi, t'es bien en habit, c'est ça? Non, t'es bien à poil, c'est ça? Ok. Ah, fallait pas que je trigger ça, quoi. Ok. Tu veux te rapprocher du micro ou... Bref, on a besoin d'une infrastructure à jour. Ça a déconné, tu vois, c'est les timides. Ça... Donc, alors nous, pour notre part, ce qu'on ne peut pas faire, c'est attendre que les distributions qui existent soient mises à jour. On doit réagir immédiatement dès qu'il y a une CVE, etc. Et donc, on doit maîtriser le chemin de mise en production de tout ça. Donc, on gère nos propres Linux distributions. Et ça nous fait gérer notre propre OS. Donc déjà, qui veut gérer son propre OS pour opérer du cloud? Pas évident non plus. Et je vous passe sur gérer toute l'infra, le cloud. Quelle heure il est? Je suis long peut-être, non? J'accélère un peu peut-être. Donc bref, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un futur un peu plus meilleur pour les développeurs? Plutôt que de devoir gérer toutes ces problématiques d'infrastructure qui sont des métiers d'expertise encore une fois. C'est-à-dire que pour être bon dans ce qu'on fait, aujourd'hui dans l'infra c'est un métier, quoi. Mais c'est un métier dans le stockage. C'est un autre métier dans le network. Même dans le network, le routage c'est un autre métier que la virtualisation réseau. Et on ne peut pas être bon partout. Il faut accepter. Il y a souvent des petits juniors qui disent je veux faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ouais, alors, tu ne vas pas pouvoir tout faire. Donc, si on repart de ce qu'on doit distribuer, que ce soit une VM, un conteneur ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'on met dans ce package-là? Qu'est-ce qu'on met dedans à la fin? On met un environnement, un shell, un runtime et puis des applications, exactement. Qu'est-ce qu'on met dans l'application? Je vous ai aidé un peu. Ouais. Des fonctions métiers, les fonctions logiques. C'est quoi ma transition? Ah oui. Ouais, je suis un peu short sur les slides. Du coup, en fait, ces fonctions-là, ensuite, elles discutent entre elles. D'accord? Donc vous avez toute une logique métier qui s'imbrique, etc. Est-ce qu'il y a des développeurs Go dans la salle un peu? Il y a des gens qui ont essayé le Go un jour? Ça va, tu survis ou pas? Oh putain. Lorenz aussi. Ça, pour les devs Go, c'est quoi la diff? Exactement, il gagne. Je t'arrose. Non. Hop, public-privé. Ah, j'aurais dû prendre des goodies. On s'en fout maintenant, j'ai précisé, public-privé. Bah oui, parce que c'est plus du Go du coup. J'ai été inclusif. Bref, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des fonctions publiques qui ont accès à leurs fonctions privées, et tout ça cause à d'autres fonctions publiques qui ont accès à leurs fonctions privées, qui causent à d'autres fonctions publiques, etc. Vous avez compris. C'est pas pour moi la remarque. Ok.
Du coup, si jamais on envoie ça un peu dans le réseau ou qu'on crée une abstraction, il y a un truc qui s'appelle l'actor modèle, qui correspond à ce genre de choses. Mais bon, l'intérêt du modèle acteur, c'est que chaque fonction, en fait, c'est un petit module et il y a quelque chose qui supervise ça pour être capable de soit les mettre ensemble, soit les mettre dans le réseau. Si je mets la bonne slide qui va bien, c'est mieux. Et du coup, c'est un peu magique. Bon, c'est bien, mais le problème du modèle acteur, c'est que c'est ultra spécifique. Oui, j'ai raccourci les slides sur le modèle acteur pour faire vite, mais on fera un talk modèle acteur après le talk des vieux. Donc, le modèle acteur, c'est un peu spécifique, mais, je me dis un mais, il y a un truc qui s'appelle WASM, pour WebAssembly, qui aujourd'hui va peut-être, et c'est là où on parle de futur et de prospection, va peut-être nous permettre de répondre et de résoudre les enjeux qu'on a, qui sont multiples, qui permettent de gérer la distribution logicielle et le chaînage de fonctions type modèle acteur, et de manière assez sympa. Pourquoi ? Je ne vais pas en détail sur WASM non plus, c'est un autre talk ça, de ratio sans doute. Dans WASM, il y a un truc qui s'appelle le component model. Le component model, il décrit un format qui s'appelle le WIT, le WASM Interface Types, qui permet de dire, voilà, dans les abstractions de mon module WASM, j'ai des interfaces qui s'échangent comme ça. Donc on a un typage sur les interfaces, et on peut décrire les fonctions, etc. Et ça a un intérêt qui est majeur. Pourquoi ? Parce que ça permet du coup à une fonction de causer à une autre fonction au travers de ce typage qui du coup est natif. Donc les fonctions peuvent être, même s'il y a une flèche, elles peuvent être ensemble dans le même monolithe, entre guillemets, mais elles peuvent aussi être à distance. Et ça ne change rien. Si elles sont à distance, c'est juste qu'il y a une couche réseau là qui abstrait le truc et ça part dans le réseau, mais on n'a rien changé au niveau de comment un WASM parle à un autre WASM. L'avantage de ça, c'est que là, vous pouvez avoir du Go d'un côté, du JS de l'autre. Par extension, vous pouvez avoir du Go du Rust du ce que vous voulez vers du Go du Rust du ce que vous voulez. Et ça se cause. Et ça, c'est bien. C'est quoi la méthode de communication entre les deux? C'est asynchrone? C'est un bus? Non, là, il n'y a pas de... Là, c'est juste tu plugues tes fonctions et ça se cause au niveau format qui se comprend. Par contre, ça peut s'abstraire. Mais j'y reviens. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que là, pour parler entre différents langages, vous n'avez plus besoin de sérialisation. Qui n'a pas vu la blague? Et donc, potentiellement, ça signe la mort de tous les formats de sérialisation qu'on a eu jusqu'à maintenant. JSON, XML, Swift, machin. Alors, il y en a qui disent non, 2 secondes. C'est de la prospection, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir arriver permet de résoudre ça. Permet de se dire, en fait, aujourd'hui, si je fais ça, j'ai plus besoin de ça. Ou alors, trouve-moi une raison valable. Donne-en-moi une. Tu prends l'industrie, ils sont toujours sur du Modbus, sur tous les PLC, et à un moment donné, tu veux pas dire que tu vas venir changer tous les PLC des industries, en fait. Mais là, tu parles de gérer un legacy, c'est différent. Les industries, c'est Non, mais du ce qui a legacy. déjà Quand été tu montes une implémenté. nouvelle usine avec des PLC et du Modbus, c'est du legacy. Aujourd'hui, c'est... Modbus, t'es même pas sérialisé, là. C'est du protocole. Oui, mais je te parle pas de comment on gère le legacy, je te parle de ces outils-là, ce qui nous permettent d'envisager demain. C'est sûr que tu auras toujours du legacy à gérer, et une API qui te sort du JSON ou du flatbuffer ou du protobuf, tu pourras que lui causer dans ces formats-là. Et c'est pas grave. Par contre, demain, toi, dans ton fonctionnement, tu n'es pas obligé d'utiliser ces trucs-là, puisque tu as un format natif qui est cross-platform et cross-langage. Alors, Et après-demain, tu auras un nouveau modèle qui permettra de régler les problèmes de celui-ci. et ben ça, c'est une bonne question, tu vois, parce que j'y reviens au moment question.
Tu me rappelles si j'y reviens pas. Donc bref, on a compris ça, mais ça veut dire que si on revient à nos fonctions, bah, tu disais effectivement nos fonctions, bon, elles se parlent en monolithe, machin, si tu es en microservice, elles se parlent dans le réseau, mais en fait, comme tu as le WIT, quand tu es dans une logique d'orchestration et que demain tu orchestres des WASM modules plutôt que des fonctions ou des conteneurs ou des VM, etc., ben ça veut dire que demain, tu es capable, en tant que provider de solutions, de mettre dans ton runtime une abstraction qui comprend le WIT et de dire que, par logique d'orchestration, potentiellement, tu vas faire causer des fonctions localement tel un monolithe ou en réseau tel un microservice. Et ce qui devient très intéressant, c'est que ça, tu es capable de le faire en observant le comportement de l'application et en faisant de la statistique sur quelle fonction est appelée ou pas. Ça veut dire qu'on est capable de se dire, demain, j'ai fait un slide, je crois, ah oui, putain, je suis bon. S'il y a une fonction F2 qui est hyper appelée dans un programme et qui commence à être dans un goulot d'étranglement, ben on est capable de la sortir magiquement dans le réseau, de la load balancer pour faire tenir cette charge-là, alors qu'en fait, tout le reste du programme peut rester un monolithe. Mais peut-être pas juste cette fonction-là qui est sortable. Et ça, de manière complètement transparente pour le développeur. Donc, l'orchestration WASM, qu'est-ce qu'elle va nous apporter demain? Un modèle hybride, où en fait, aujourd'hui, quand vous êtes développeur, vous posez la question de est-ce que je pars sur un monolithe, est-ce que je pars sur un microservice? Là, j'ai envie de dire, mais en fait, si vous vous concentrez sur votre métier et que vous faites, pas aujourd'hui, hein, demain, allez, dans 2-3 ans, grâce à Clever Cloud, on fera tourner ça, et bien demain, potentiellement, vous pourrez vous dire, moi je me concentre sur les fonctions métiers que j'ai, je définis mes interfaces d'entrée-sortie de chaque fonction, ce qui est normal. Par contre, la distribution monolithe microservice, pas mon sujet. Sujet du provider, et il me fera tourner le truc au mieux que ça peut tourner, puisque ça va être statistique, avec de l'analyse de coûts, comme un CBO pour un query planner de base de données. Hein. Ce n'est pas vous qui faites l'analyse de dans quel sens je fais mes jointures de DB, etc. En fait, dans les bases de données, il y a ce qu'on appelle un cost-based optimizer qui vient inverser les logiques. Potentiellement, il va se dire, en fait, si j'ai une grande table et une petite table, en fait, vaut mieux itérer sur la grande table pour scanner la petite, plutôt que de faire l'inverse. Parce que le scan de la grande à chaque fois, il va coûter cher. Et ça, c'est statistique et c'est votre base de données qui fait ça pour vous. Là, ça devient la même chose. C'est-à-dire que pour orchestrer vos fonctions, l'idée, c'est de... Alors, bien sûr, ce sera marketé AI Powered orchestration, n'est-ce pas? Mais en vrai, c'est statistique. Ça permet donc de l'abstraire par le cloud provider et la logique de WASM permet du coup, par le runtime, d'injecter des choses. Typiquement, vous avez besoin d'un clé-valeur, mais commandez pas de base de données, déclarez-la quand vous déployez le truc et vous avez un KV disponible directement, je l'ai mis là, en faisant un import KV, quoi. Import KV, j'utilise le KV. Je n'ai pas provisionné de base de données, de clé-valeur, de n'importe quoi. Il est là. Et il est connecté magiquement à mon runtime. C'est transparent pour l'utilisateur et le développeur, c'est-à-dire que vous développez des fonctions, le reste, c'est autogéré. Et c'est surtout un meilleur modèle de distribution. Parce que c'est quoi le problème du conteneur? C'est qu'en fait, vous demandez à un développeur, première ligne, de dire from OS. Qui est développeur dans la salle? Qui est légitime dans la salle pour dire je fais le meilleur choix d'OS dans ma boîte pour distribuer mon application? Il y a 2 connards, toujours les mêmes. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait le modèle du conteneur, c'est qu'on vous demande de packager et de distribuer votre application en faisant des choix qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas liés à vos métiers. Alors que WASM, c'est ça que ça résout. WASM, vous prenez votre app, vous la packagez WASM, elle est sandboxée à l'exécution. Il y a la liberté d'exécution sur le runtime WASM, mais c'est votre application que vous distribuez. Vous n'embarquez pas un OS dans le bordel, dans lequel vous n'avez aucune visu et aucune valeur ajoutée pour savoir comment le maintenir derrière, et aller patcher toutes les layers que vous allez embarquer dans le conteneur, sur lesquels vous n'avez pas la main non plus. Et c'est là où je ne te lâche pas sur ta question. C'est que moi, quand je vois ça aujourd'hui, la question, on la rappelle pour l'enregistrement peut-être, c'était « oui, mais il y aura mieux demain ». Moi, autant quand le conteneur est arrivé, je me suis dit « c'est un outil de dev, mais ça ne doit pas partir en prod, d'une. Et de deux,
c'est quand même mal branlé. Enfin, tu mélanges du dev avec le choix d'un OS, avec des stratégies d'accès réseau, de trucs, de machin, tu mélanges tout et tu dis, tiens, développeur, maintenant tu te débrouilles avec ça. Donc, j'ai jamais embarqué dans cette technologie-là en mode, waouh, c'est trop bien, c'est l'avenir. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est que cette régression? C'est n'importe quoi. Wasm, c'est très différent. Et pourtant, mon métier, c'est pas développeur. Mais quand je vois ça, je me dis, là, j'ai beau tirer les trucs dans tous les sens, je vois pas mieux. On a un contrat qui permet de dire, je package mon app, je la distribue, elle est portable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dans lequel tu n'embarques rien et aucun legacy et rien de ce qui ne concerne pas le développeur. La gestion des dépendances. De ton code. De ton code. À un moment donné, tu as un besoin, enfin toujours, hein, on est toujours en mode faut pas réinventer la roue, donc on va dire tiens, je dois faire un tri par objet chaîné par exemple. Je vais pas recoder le code moi-même, quoi. Enfin, genre, je vais trouver un algorithme qui marche et qui a Oui, mais déjà été ça, codé c'est par ta quelqu'un logique métier. qui est très. Moi, je touche pas à ta logique métier. Tu fais les imports que Eh tu bah veux ouais, dans ton donc code. tu tu fais ce que tu veux. importes des trucs, donc tu importes des éléments dont tu n'as pas la maîtrise Mais pas d'OS. pure. Ah bah Mais- oui, mais c'est la même chose au niveau logiciel. Alors, ok. Donc, tu as deux façons de voir ton logiciel. Soit tu développes tout de A à Z, soit tu te dis, ok, bon là j'ai un import d'une conversion IP en entier, par exemple. Et tu as la flemme de le faire toi-même, et du coup tu veux l'importer. Mais ça, c'est ton métier. Pour le coup, en tant que développeur, tu as la maîtrise de ce que tu importes. Normalement, tu as fait une petite revue rapide de tes dépendances pour savoir si c'était ce que tu voulais ou pas, si c'est fiable ou pas. Et effectivement, tu as toujours le besoin de gérer les dépendances et les bumps, etc. Mais ça, c'est le contrat du développeur. Ça ne remplace pas le métier de développeur. Ça package la distribution de là où toi, tu t'es mis en accord avec ton code et tes dépendances, comment tu prends ça pour le livrer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Wasm et ce que je viens d'expliquer sur le composant de module, ça te permettrait de dire, en fait, là, il y a des fonctions que tu veux importer. Plutôt que de les importer moi dans mon code, en fait, ton provider, demain, il peut te faire un marketplace de fonctions que tu vas appeler depuis ton code en import de capacité, de capability Wasm, et qui vont te faire la fonction machin. Mais sauf qu'elle va être branchée à ton code, c'est pas toi qui la gères. Là où effectivement, si tu fais un import, c'est toi qui le gères. Donc ça veut dire que demain, potentiellement, il y a des bouts de tes imports en marketplace, auto-gérés, et ça t'allège encore plus la vie parce que du coup, toi, tu ne te focalises que sur ton propre code. Alors, on n'est clairement pas là, et puis là, c'est pas dans 5 ans, ça. Mais on ira au ratio faire ça. Bref, tout ça pour dire que ça permet du coup de mieux se focaliser sur le code, donc sur le métier, et c'est ça qui importe. Mais, et en conclusion quasi de tout ça, parce que c'est long, c'est ça? Ben ouais, donc, alors, puisqu'on a du Wasm, on va avoir de la Wasm orchestration. Aujourd'hui, c'est balbutiant, il n'y en a pas encore, mais ça va arriver. En tout cas, nous, on bosse dessus. Mais la conclusion, c'est que de toute façon, en tant que développeur, tous ces trucs-là, aujourd'hui, vous ne les voyez plus, parce qu'en fait, vous faites de la CI/CD, donc à la fin, tout le monde guide push de toute façon. Donc, pourquoi vouloir se faire chier avec de l'infrastructure, sachant que vous ne la voyez pas, n'est-ce pas? Comme ça, tout le monde est content. Oh, c'est inclusif, les bisounours, machin. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, pardon. Mais sinon, je t'envoie les slides. Hein. On aura les slides demain sur Je- on les mettra et sur la page Meetup. Et sur YouTube, en Et vidéo. sur YouTube, il y aura le lien en effet. Parce que ça va être sur YouTube maintenant. Ouais, moi j'ai une vraie question en fait, c'est rigolo en fait, mais je me Toi, méfie. une vraie question? Ouais, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on. Alors, attends, juste avant ta question, je rappelle quand même. J'ai pas de boule de cristal, c'est de la prospection, c'est-à-dire je vois une technologie qui résout des problématiques qu'on a aujourd'hui. Je dis pas que c'est ce qui va arriver parce que le poids du marché, du legacy, etc. Voilà. Non, je suis complètement d'accord. Ça me fait penser à un moment, j'ai eu une grosse hype quand j'étais encore dans la partie dev, en fait, tu vois, sur les event bus avec Vertex, avec un event bus polyglotte.
Et ça me fait penser un petit peu à ça en fait. C'est vraiment ça retirer pas mal de contraintes de communication entre applications, tout le bordel. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même niveau. Mais je me dis en fait, quand je voyais tes fonctions Wasm qui communiquaient l'une à l'autre, en fait c'est quoi comment elles communiquent? Est-ce qu'elles envoient un truc, elles attendent la réponse, ou c'est vraiment ça monte un tuyau et t'attends est-ce que voilà, c'est du synchrone ou de l'asynchrone? Parce qu'en fait ça a vraiment une incidence sur l'orchestration et sur l'architecture derrière. Bah, en fait, tu peux avoir le choix. C'est-à-dire que soit tu vas charger des capacités HTTP et c'est toi qui fais ton GET traditionnel, machin. Soit tu te dis que tu fais des appels, mais qui peuvent être abstraits, et tu as besoin d'appeler une autre fonction. Mais en tant que provider, une fonction qui appelle une autre fonction, tu es capable de dire, bah, en fait, si je les mets à côté, je câble le truc direct, tu vois, c'est un appel syscall. Soit j'intercepte ça, et je le package et je le mets dans le réseau pour l'exécuter ailleurs. Et à ce moment-là, mais c'est comme quand tu fais un import et que tu appelles une librairie. Il se passe quoi? Bah, soit elle est là et c'est exécuté avec un syscall localement, soit en fait ta librairie, tu as fait un import, toi tu le vois pas, mais ta librairie elle fait un get quelque part et elle te renvoie un résultat. Donc ça dépend où tu mets l'abstraction. Ouais, non, je vois. En fait, je voyais les fonctions. En fait, tu peux faire un petit peu d'espèce de load balancing. Voilà, tu peux appeler une fonction, tu peux en appeler d'autres derrière et tout ça. C'est un peu magique. Mais je me pose vraiment des questions sur l'incidence réseau à l'échelle en fait de ce genre de plateforme. En fait, si vous voulez jouer avec la version aujourd'hui de ces possibles futurs, si vous voulez jouer avec une version très très preview de ces possibles futurs, il y a un projet CNCF qui s'appelle Wasm Cloud, qui justement fait ce que Steven dit. Toi, tu fais le module. Et c'est Wasm Cloud, que derrière, il y a un orchestrateur, et derrière, c'est fait par la CNCF. Donc, à mon avis, déjà, il voit ça comme un possible remplacement, substitution alternative à Kubernetes. Derrière, il va, si c'est dans la même machine, l'envoyer dans la même machine directement en syscall, sinon l'envoyer par le réseau. CNCF. Oui, mais le projet, ça permet de jouer avec les concepts que Steven expliquait. Tu vois aussi la puissance du fait que les Wasm, c'est CNCF. Ouais, le Wasm, c'est sandboxé. Donc, par rapport à importer une dépendance, quand tu fais un appel Wasm, c'est pas comme quand tu importes une dépendance dans ton appli qui peut éventuellement être verrouillé. Donc, il y a toute une série de choses que vous pouvez déjà jouer avec ces concepts-là. Et qu'une fois que tu commences à jouer, tu te dis, ah là, le potentiel est sympa. Ce que je vous raconte, c'est effectivement un possible futur, mais c'est pas de la fabulation. C'est des choses qui existent vraiment, en vrai, déjà. J'ai beaucoup de trucs, mais je vais peut-être pas garder le micro une demi-heure. Donc, déjà, il y a un premier élément. Moi, j'ai vu des. Alors, j'ai été pas mal négatif sur un certain nombre de trucs. C'est juste que j'aime pas les solutions magiques. Et je pense que ça cache pas mal de défauts sur tout un tas de sujets. Mais je suis d'accord que le WebAssembly a énormément de potentiel et que c'est un truc qu'il faut vraiment suivre de près. J'avais vu des éléments sur lesquels on voyait qu'on pouvait genre faire import Nginx dans ton applicatif en direct et tu as un Nginx en micro VM et tu gères en plus ta conf à côté en direct, c'est super. Mais là toi tu n'étais pas sur un niveau d'application complète, tu étais sur un niveau de fonction. Qu'est-ce qui se passe au niveau du context switching par rapport à tes fonctions au niveau d'optimisation, notamment CPU? Bah, quelle différence tu fais entre ça et ton app standard qui tourne dans ta VM ou ton conteneur? Eh bien, le fait que tu parlais de scaler des fonctions et que forcément. En gros, hein, pour simplifier, mais t'enlèves Wasm Runtime, tu mets JVM. Oui. Pareil. Ça, je suis d'accord. Go, tu as ton runtime, que tu fasses un appel dans ta fonction Go ou en réseau, même topo. Donc par contre, ce que ça permet, c'est des services de très haut niveau à valeur ajoutée qui te masquent énormément de choses, mais
pour le bénéfice du développeur. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans un paradigme de fonction as a service où ça te force vraiment à avoir un modèle très fonction par fonction avec de l'asynchronisme entre chaque et du messaging, pourquoi pas, ça s'applique à certains besoins, mais en vrai c'est très coûteux et tu ne feras pas une application performante sur ce modèle-là. Alors que là, tu peux très bien avoir un modèle très monolithe, mais qui va être potentiellement orchestré en microservices, ou une logique microservice, mais qui statistiquement le provider il peut se dire ouais en fait là je te colle tout ça et puis je te l'exécute en local et tu es bien plus performant que du microservice où tu passes ton temps à faire du réseau quoi. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la régression du microservice c'est aussi ça, hein, c'est de taper de la latence dans le réseau en permanence. Donc ton switch contexte, c'est ton CPU et ton runtime, mais comme toute application, tout runtime, il n'y a pas de différence là-dessus. Ok. Et petit rappel sur le truc de début initialement que tu as mis, c'est l'article, il est très bien. Franchement, allez lire. Il y a des choses à autant que critiquer. déprimant, mais Ouais, alors il est déprimant, mais il y a des aspects également qu'on peut critiquer. Mais peut-être pas c'est débattre pour ça de que j'ai ça bien ici. dit qu'il y a des trucs, ça prend plus de place aujourd'hui, mais on a des enjeux de sécurité qui aujourd'hui sont quand même bien meilleurs et on progresse mine de rien sur plein de choses. Pas sur les claviers de Horatio, mais... Bah 500 mecs ton clavier Horatio, écoute, c'est un film. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, ça résout pas. Non, mais du coup, juste pour rebondir sur le clavier, ça résout pas du tout le fait qu'une application peut être un pur bloatware en fait s'il est. Oh, je me suis fait découvrir dans mon usurpation. C'était un mauvais développeur. Non, en tu fait, restes un ça, mauvais développeur. c'était une introduction pour Ouais. dire qu'en fait, il y a une évolution qui n'est pas forcément bénéfique, qu'on a fait des erreurs, ou qu'on fait toujours des erreurs, mais qu'on peut mieux faire les choses. Le conteneur, je le mets dans les erreurs. Après, nous, on fait du conteneur. Hein. Si tu as choisi le conteneur, tu mets du conteneur. Mais je considère que d'un point de vue industrie, c'est une erreur. Et que je termine du coup sur un futur possiblement meilleur sur la distribution logicielle qui, à mon avis, résout des enjeux et amène des nouvelles possibilités. Le reste, c'était plutôt pour l'histoire. Tu peux très bien faire de la merde en Wasm, il n'y a pas de problème. Hein. Du coup, une petite dernière question. Je cherche le pont avec la présentation de Horatio il y a 6 mois, où il prend Kubernetes et il remplace tout ce qui est Docker, autre chose, et du coup en enlevant tout le kernel et en faisant tourner le code plus auprès de la machine. Tu y étais. C'est quoi la question? Je cherche le pont. Tu peux faire les deux. Je peux te faire le pont. Alors, tu peux très bien faire tourner ça sur Kube, mais Kube ne te fournit pas du tout les primitives d'orchestration qui te permettent de faire ça. Par contre, ce modèle était intéressant, c'est qu'il te permet sur des Kubernetes, quand tu es déjà sur Kubernetes, tu as déjà investi, tu as les équipes pour l'administrer, de réduire les workloads que tu fais tourner. Plutôt que de démarrer un container Docker avec un système d'exploitation, un container de 10 gigas pour faire tourner une appli de 40 mégas, tu fais tourner exclusivement les WebAssembly, tu te passes de ces couches-là. Donc si tu es déjà sur Kubernetes, au moins dans les 2, 3, 4 ans à venir, je pense que tu continueras à être sur Kubernetes. Mais là, WASM, ça peut être une piste pour agiliser et réduire ce que tu fais tourner sur Kubernetes. Et le fait qu'il soit complètement... maintenant, il y a de plus en plus de boîtes qui investissent cet espace-là, y compris Microsoft. Je pense que le kubelet pour WebAssembly, il y a plein d'alternatives, il est de plus en plus stable. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, mais c'est moins prospectif. Là où Steven dit, là, ce qu'il parle, c'est prospectif, c'est dans 4, 5, 6 ans. Moi, l'idée de WebAssembly, c'est... Il y a des gens qui les testent déjà, il y a des gens qui font des choses déjà avec. C'est beaucoup moins prospectif et beaucoup plus quelque chose de bon sens. Le truc, Lorraine, c'est que... On va revenir sur notre magnifique tableau, hein, n'est-ce pas?
c'est que ça, là, tu n'imagines pas le poids de l'industrie sur le conteneur là derrière. Tu as pléthore de boîtes qui te font du registry, pléthore de boîtes qui te font de l'introspection d'images, de conteneurs, de trucs, etc. Donc en fait, et ça c'est aussi drivé du coup par la CNCF, sauf que la CNCF représente plus ou moins ton truc un peu cloud native. Du coup, même si elle joue avec Wasm Cloud, elle n'a pas intérêt à shifter de manière orthogonale son industrie tout de suite. Parce que sinon, tu vois, Donc, ça va bouger, probablement. Sans doute que tu pourras orchestrer du Wasm par Cube. Pourquoi pas? En fait, Wasm résout... Enfin là, on est allé loin dans l'usage Wasm, mais Wasm en tant que tel, c'est juste un conteneur de distribution. Donc, tu pourrais très bien l'orchestrer et avoir la même logique infrastructure pour câbler ton trafic, etc. Et ça, effectivement, c'est qu'une question de runtime d'exécution de ton conteneur. Comme tu dis, on a changé le conteneur, le runtime Docker à un moment donné par Containerd. L'industrie ne l'a pas vu, tu vois, enfin, globalement. Bah, demain, tu rajoutes un autre runtime Wasm à côté de Containerd et tu es capable de faire tourner des conteneurs et des Wasm, nativement, très bien. L'enjeu, il n'est pas tant que ça là, il est surtout de se dire qu'à la fois, quand tu fais ça, bah, c'est quoi la valeur ajoutée de Cube pour toi, développeur métier, où ton métier c'est de prendre du code, enfin du métier, convertir ça en code et git push. Ça arrive peut-être sur Cube, ça arrive peut-être en conteneur aujourd'hui, voire en VM, parce que tu peux aussi faire de la VM, voire du bare metal piloté par du Cube, hein, pourquoi pas. Mais en fait, l'orchestrateur, c'est devenu une notion qui est visible et c'est comme le OpenStack d'il y a quelques années, tu vois. Personne n'en a rien à foutre de ça, tu vois. Non, mais c'est vraiment le truc sous le capot et t'as ouvert le capot et t'as enlevé tous les caches et ah oui, il y a écrit Cube, tu vois. Comme il y a écrit moteur par machin. Souvent, ce que tu veux faire, c'est prendre ton véhicule et avoir du plaisir ou faire tes courses ou n'importe, tu vois. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure image de la voiture aujourd'hui, tu vois. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est peut-être que Cube saura faire, mais Cube saura pas faire ça. Pas ça, l'abstraction, machin. Ouais, c'est pas vraiment une question en fait, c'est un petit mot de la fin et ça c'est déjà merci pour tout le contenu et d'avoir fait référence aussi. C'est bien en complément on mettra le lien en fait de. Je t'ai dit, c'est la suite. Ouais, la suite. Donc je mettrai en fait, voilà, c'est bien d'avoir tout le package. Et je trouve ça super intéressant, en tout cas, vu les profils qu'on a ce soir, en fait, des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que ça va être mon avenir dans l'informatique dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Et c'est des bonnes pistes. Et ouais, est-ce que aujourd'hui capitaliser sur Kubernetes, est-ce que c'est pas comme capitaliser sur OpenStack il y a quelques années? Voilà, ça c'est des vraies questions. Et de recentrer le débat sur dire, ok, il y a un focus sur la chaîne de dev qui doit être vraiment je code, je push et ça arrive. Et il y a vraiment des métiers qui sont en ébullition, qui sont en effervescence, qui vont travailler en dessous. Tout ce que tu expliquais un petit peu sur la voie du dessous. Et là, il y a énormément à faire sur le réseau, sur le compute, sur le disque. Et donc, c'est des vraies perspectives d'avenir parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles sont équipées, elles ont besoin de bouger, elles ont besoin de changer. Et c'est des vraies pistes potentielles, en tout cas, pour demain, d'aller s'intéresser sur enfin, moi, ce que j'appelle les couches basses, mais c'est là où ça bouge et on s'éclate, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.